Le chapitre de cette semaine s'appelle Tokyo 2 partie 8 et quand on pense que c'est fini, eh bien il y en a encore. Kashimo et Akari n'ont pas fini de nous montrer de quoi ils sont capables. On en parle maintenant, c'est parti. Bonjour à tous. C'est moi ou ça commence à faire un peu long là? Non, parce que je les aime beaucoup, Akari et Kashimo, c'est pas le problème, et le combat est incroyable sur bon nombre d'aspects d'ailleurs, mais il serait temps de désigner un vainqueur maintenant. On va évidemment largement revenir sur les événements de ces quelques pages, faire un petit cours de chimie au passage avant de conclure sur l'issue finale possible de ce combat. Mais avant ça, merci pour l'accueil de la review de la semaine dernière. Je sais que mes chiffres sont ridiculement petits à côté de ceux des autres reviewers, si je peux les appeler comme ça. Mais le podcast de la semaine dernière a été un de ceux les mieux reçus, donc merci pour ça, c'est très très cool. Et comme d'habitude, le pouce en fin de vidéo si ça vous a plu, je force encore un petit peu. Laissez un petit commentaire si ça vous dit. Bref, vous connaissez, il ne faut pas hésiter. Bon, comme je viens de dire, c'est pas que ça commence à faire long, mais un peu quand même. On veut savoir qui va sortir gagnant de cette confrontation. On avait laissé Akari en mauvaise posture la semaine dernière avec un trou béant dans le bide, tentant une ultime extension du territoire comme un dernier pari pour l'emporter. On voit les portes du métro apparaître, et bon, j'avais pas tout bien compris sur les chances de voir le jackpot tomber, pourtant je m'étais bien renseignée, mais à croire que le pouvoir d'Akari en confuse plus d'un. Toujours est-il qu'on apprend à ce moment-là qu'étant en phase de temps réduit, il n'a maintenant plus qu'une seule chance sur 239 d'être de nouveau invincible. Mais on va voir que cette faible probabilité n'aura pas trop d'effet face à la chance insolente d'Akari. Un triple de tombe, nouveau jackpot sous les yeux d'un Kashimo qui, comme nous, a du mal à y croire. Il fait vraiment une tête en mode sérieusement mec, encore un jackpot? Il a vraiment cette expression super étonnée. Et là encore, dans une scène très graphique, on peut voir le trou dans le ventre d'Akari se refermer avec les organes qui se reforment. Et là j'adore parce qu'il nous fait une pose hyper triomphale, un peu à la Jojo. On adore. Ça va très vite ensuite, après avoir évoqué ce bon vieux Charles qui aura vraiment servi de faire valoir au pouvoir d'Akari le pauvre, oui, je l'aimais bien. Il échafaude un plan là encore en moins de temps qu'il ne faut pour lui le dire, il téléporte son domaine, ou bien plutôt il en change les coordonnées, et après toutes ces années de lecture de Jutsu, je ne savais même pas que c'était possible de faire ça. Après, on peut se questionner sur l'utilité de le faire pour les autres domaines qu'on connaît, dans la mesure où la plupart du temps, les extensions sont sûres de toucher l'adversaire, Gojo, Mahito, etc. Je vous refais pas la liste. Pas sûr que dans leur cas, effectivement, ça leur soit nécessaire. Toujours est-il que ça fait une corde de plus à l'arc d'Akari, puisque ça lui permet dans ce cas présent, et transition pour en revenir au chapitre, eh bien d'emmener Kashimo sur un terrain qui lui sera défavorable, à savoir le terrain aquatique. Puisque vous n'êtes pas sans savoir déjà que électricité et eau ne font pas beau ménage, mais il fait surtout ça pour, soit dans un premier cas, empêcher Kashimo de se servir de son sort, soit que son énergie occulte ne s'épuise complètement. Dans tous les cas, ce plan a pour but d'annihiler les capacités de Kashimo. Et Kashimo, lui, de son côté, eh bien, il se démonte pas. Et là, on a l'intervention de ceux qu'on n'avait pas revus depuis un bail, qu'on avait presque oublié finalement, nos amis les fléaux qui vont littéralement servir de plateforme à nos deux protagonistes. Et là, ce que je trouve fou, c'est de se dire que, eh bien, il y a pas si longtemps que ça, les fléaux étaient craints par les personnalités de Jujutsu. Et avec Shibuya et surtout avec l'arc actuel, ça a complètement rabattu les cartes. On n'en a plus rien à taper d'eux, tellement le niveau de puissance des personnages est dingue. Ils sont vraiment traités comme des vulgaires objets totalement secondaires dans l'histoire. Ça se tape dessus, on alterne au début avec une case pas très grande mais suffisamment large pour nous situer la géographie du combat. On voit qu'on est finalement pas loin du coin où ça se balançait des conteneurs à la tronche la semaine dernière. On se rend vraiment compte que rien n'est laissé au hasard en commençant le combat sur le port à conteneurs juste à côté. On voit que c'en est un avec les espèces de grues qu'on peut voir et qui servent à charger les bateaux. Akutami savait parfaitement que son combat commencerait à terre et se terminerait dans l'eau. Vous me direz, à ce stade de popularité pour un manga, heureusement que le mec sait où il va, mais j'avais quand même envie de le souligner. J'en reviens à ce que je disais, on alterne cette case éloignée de nous avec ensuite des cases beaucoup plus rapprochées pour le corps à corps où clairement, à ce moment-là, Akari a le dessus. C'est plus compliqué pour Kashimo de ne pas se servir de son énergie occulte en revanche. Et là, sans prévenir, on voit Akari complètement collapser et tomber dans l'eau. Génie littéralement de la part d'Akutami d'introduire la notion d'empoisonnement à ce moment-là. D'ailleurs, le mangaka a été supervisé pour le côté scientifique de ce chapitre par un intervenant du nom de Kurare, on peut voir le nom en note en tout début de chapitre, qui se trouve être un scientifique japonais qui bosse sur la série Dr Stone. Ça me rappelle quand ils avaient fait appel à un mathématicien pour nous expliquer le pouvoir de Gojo avec des graphiques hyper complexes et tout. Ça n'avait pas forcément rendu la chose plus claire, mais c'était bien de tenter. Donc, nouveau retournement, quand on pensait qu'Akari avait enfin pris le dessus, et bien Kashimo, lui, de son côté, montait son propre plan pour la suite, celui de produire du chlore par électrolyse. Et on est parti pour un petit cours de chimie.
Je vous préviens, j'ai en partie fait des études littéraires, hein, donc je fais de mon mieux avec tout ce qui est scientifique, mais de toute façon, ce que vous avez besoin de savoir est déjà très bien expliqué, on va juste rentrer un tout petit peu plus dans le détail, mais rapidement, c'est promis. Donc l'électrolyse est une méthode qui permet, grâce au courant électrique, de créer des réactions chimiques diverses. On convertit en fait l'énergie électrique en énergie chimique. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'il y a tout un bail avec les ions positifs, négatifs, etc. Mais c'est un procédé qu'on va retrouver dans la production de certains matériaux, ou dans les piles par exemple, et aussi, et c'est là ce qui nous intéresse, dans les piscines. L'électrolyse au sel est utilisée pour produire du chlore 100% naturel, et la Guégué a juste transposé ce principe pour une mer entière, rien que ça. On retourne au chapitre et à cette notion d'empoisonnement hein, qui est à côté de l'explosion de crâne et le seul moyen de venir à bout d'un exorciste maîtrisant la technique d'inversion, puisqu'à ce moment-là, c'est ce que Kashimo nous dit, hein, c'est pas sous-entendu, c'est que pour soigner du poison, eh bien, il faut une technique d'inversion plus complexe que la technique d'inversion de base. Ce qui veut dire que au sein des détenteurs de cette technique, eh bien, il y a plusieurs niveaux de maîtrise. Et encore une fois, eh bien, on va souligner le côté complètement cheaté de Yuta qui, au-delà de savoir utiliser sa technique d'inversion sur les autres, eh bien, arrive en plus à soigner le poison, puisque pendant Shibuya, je vous rappelle qu'il soigne Naoya de son empoisonnement par Chozo à la fin de leur altercation. Ce mec est littéralement surpuissant. Et là où je trouve la notion d'empoisonnement intéressante, c'est si on se réfère à l'appellation de Sukuna. Le roi des fléaux, oui, mais aussi, et surtout, dans ce qui nous intéresse ici, c'est le maître des poisons. Et là, je me projette un peu dans un futur potentiel affrontement contre Gojo. Je ne sais pas si Gojo en est à ce niveau de maîtrise. Prenez votre tome 9, chapitre 76, que dit Gojo à Shoko et Geto quand il leur montre son automatisation du pouvoir de l'infinité hein, qu'il obtient après son combat contre Toji. Je vais citer la bulle, ouvrez les guillemets, j'aimerais bien ajouter le risque d'empoisonnement dans les facteurs, mais c'est compliqué. Alors, je modère tout de suite, on était sur un Gojo adolescent, ce serait pas complètement déconnant et qu'il maîtrise parfaitement maintenant le sort d'inversion qu'il est à l'âge adulte, mais ça pourrait être un point intéressant, une petite faiblesse à exploiter peut-être pour Sukuna dans un éventuel combat pour savoir qui est digne du titre de Bouddha entre ces deux-là, et même pour les potentielles futures habilités de Yuji. Assez parlé de Gojo et des autres, on retourne à Akari versus Kashimo. Ce dernier prend un instant pour regarder son adversaire évanoui dans une mise en scène assez intense, je trouve. Ce plan où il regarde Akari qui est en train de couler en face de lui est plutôt saisissante. D'ailleurs, remarquez comme son expression change à ce moment-là. Jusqu'ici, il était toujours très dur dans son regard déterminé. Et là, on a quelque chose d'un peu plus doux, on va dire, comme s'il remerciait Akari de s'être battu contre lui. Un petit moment suspendu comme ça que j'ai trouvé assez joli en un sens. J'imagine bien dans l'anime cette mise en scène avec la petite musique du train de l'amour dans le fond, étouffée par le bruit de l'eau, ça pourrait rendre plutôt très bien. Mais assez de poésie, Akari nous refait le coup de souffler son énergie par le nez et revient parmi nous, et là où je pensais qu'il y avait un petit temps de latence, même infime, pour que la technique d'inversion s'active, eh bien non, elle se fait ici automatiquement, encore quelques petites passes d'armes et Akari doit rapidement prendre une décision, il lui reste 5 secondes avant la fin de son invincibilité, remonter à la surface ou attaquer, il choisit d'attaquer et le chapitre se termine sur une explosion en forme de cliffhanger. L'explosion s'explique très simplement. Le chlore n'est pas inflammable, hein, si ça avait été le cas, Kashimo avec une étincelle produite grâce à son électricité aurait pu provoquer cette dite explosion, mais non. En revanche, s'il est chauffé, le chlore peut exploser. Et Akari dit bien à un moment donné du chapitre qu'il sent que l'eau se réchauffe beaucoup. Donc ça explique facilement cette explosion. Maintenant, est-ce que Kashimo savait que ça allait exploser ? Peut-être, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il se saisit du bras d'Akari juste avant. Son invincibilité prenant fin, s'il fait sauter le bras d'Akari, eh bien il ne pourra plus utiliser son extension du territoire. Ce serait un move plutôt malin de la part de Kashimo. Espérons que ça ne soit pas ça. Enfin, c'est ce que moi j'espère en tout cas. Autre chose que j'espère, c'est qu'au prochain chapitre, on saura ce qu'il en est. Parce que là, ça fait un petit temps quand même, hein, quelques chapitres qu'on y est. Changer de colonie, je dirais pas non. Et surtout, je ne dirais pas non à revoir Yuji et Megumi qu'on n'a pas revus depuis 6 mois. C'est pas qu'il me manque, mais un peu quand même. J'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ça dans les commentaires. La semaine prochaine, pas de chapitre. Et on sait que quand Gege prend une pause, en général, il revient avec un chapitre de dingo. J'ai très hâte. Donc on se voit dans 2 semaines. D'ici là, lisez des mangas, regardez des animes parce que c'est quand même vachement sympa. Et moi je vous dis à la prochaine.